C'est l'heure. C'est l'heure du face-à-face entre Pierre Jacquemin du magazine Politis et David Revaud-Dallon de la revue L'Hémicycle. Bonsoir à tous les deux. Bonjour Roselyne. Bonjour Roselyne. Qu'est-ce que j'ai dit? Bonsoir. Ah bonsoir. Vous êtes toujours en avance Roselyne, Ouais, sur l'actualité et l'info, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Alors vos unes respectives. Eh bien, Vous avez une nouvelle une. Absolument. Nouvelle une du côté de l'hémicycle avec « Qu'est-ce que tu votes pour les vacances ?» Pour l'été, on a décidé de se faire un peu plaisir. Façon cahier de vacances et demander aux Français avec quelle personnalité politique ils partiraient pour l'été. Et ça réserve quelques surprises. Ah, bah dites-nous un peu plus. Eh bien, dans le quintet de tête, très étonnant, Jordan Bardella, Marine Le Pen en 2, en 3, Gabriel Attal, en 4, Édouard Philippe, en 5, Marion Maréchal Le Pen. Ah ouais. Et en bon dernier, je vous laisse deviner, François Bayrou. François Bayrou, très très loin à 3%. Bon. Ça donne pas envie de partir avec tous ces gens en vacances. Hein. Non, Jordan Bardella en premier. Ça me donne pas envie, mais... Non. Alors votre une, vous? Qui serait votre premier, Roselyne, vous? Alors là, aucun en fait. Aucun. Non. Bon. Avec vous? Ah bah super. Et moi quand même. Et vous Avec nous deux, ouais. Allez. Nous, on a voulu faire une couve, un peu de culture dans ce monde de brut. Non, raté. Il n'y a plus de sous dans la culture. Donc on va faire un dossier sur comment le spectacle vivant essaie de s'en sortir avec les baisses budgétaires. Et aussi à lire un entretien passionnant avec la patronne du planning familial, Sarah Durocher, qui nous explique comment aussi les baisses de subventions fragilisent énormément le droit des femmes. Ok, à lire donc dans l'hémicycle et Politis. François Bayrou, donc, avec qui personne ne veut partir en vacances, croyait à son conclave, mais il s'est soldé par un échec. Même pas une petite amélioration sur la pénibilité ou l'abaissement du taux plein de 67 ans à 66 ans et demi, car le MEDEF refuse de payer. En France, les partenaires sociaux semblent ne pas savoir se débrouiller tout seuls, comme en Allemagne par exemple. Faut-il rejeter la faute sur le patronat qui s'est montré inflexible? François Bayrou, j'ai l'impression que c'est surtout lui qui va partir en vacances un peu plus tôt que prévu. Et tout seul? Tout seul. Non, je pense que la faute, elle est partagée, bien sûr. Évidemment, responsabilité du patronat à l'intérieur du conclave. Mais dès le départ, à l'extérieur, je pense que François Bayrou nous avait quand même vendu un peu du rêve, tout en sachant pertinemment que ça allait tourner au vinaigre, pour ne pas dire au cauchemar. C'est-à-dire qu'en gros, il s'est juste, avec ce conclave, acheté du temps. Si on reprend un petit peu le film des événements, il nous explique dès le départ, tout ça pour avoir l'accord de non-censure avec les socialistes, que s'il y a accord avec les partenaires sociaux, entre les partenaires sociaux, il y aura une loi au Parlement, mais très vite, au bout de 2 mois, il explique qu'on ne touchera pas à l'âge légal ni à l'équilibre financier, ce qui avait déjà exaspéré le PS, qui c'était le sentiment que ça fait un peu le PS floué. savait bien qu'on ne toucherait pas aux 64 ans. Oui, mais quand même, le fait que le Premier ministre l'annonce comme ça 2 mois après le lancement du conclave, il y a eu plusieurs épisodes comme ça qui montraient que, en réalité, on avait tout à fait compris, ce n'est pas une surprise cet échec, on avait quand même compris, et les socialistes en premier, que François Bayrou ne cherchait qu'une chose, c'est, comme on dit en football, mettre le pied sur le ballon, c'est-à-dire temporiser et gagner du temps. Donc il a gagné du temps. Oui. Il a dépassé 6 mois, il a dépassé les 3 mois de Michel Barnier, les 6 mois de Gabriel Attal, il atteint les 7 mois. Ce qui est assez amusant, et je conclue là-dessus, c'est que 7 mois, c'est le temps moyen d'un gouvernement sous la 4e République. Et vous savez que Pierre Mendès France a été cité, Matignon a récemment, ces derniers jours, laissé chuter le modèle Pierre Mendès France pour dire que François Bayrou, lui, il ne reculait pas devant les choix difficiles, etc. Voilà, on est franchement dans la méthode de la 4e République avec face à une assemblée ingouvernable, un Premier ministre qui ne cherche qu'à durer. Pierre, est-ce que vous pensez que, comme le dit David, qu'il n'y a pas quand même un fond de sincérité chez François Bayrou, qui me fait l'avocat du diable, qui croyait, enfin qui croit, et qui le croit toujours d'ailleurs, pouvoir tordre le bras au MEDEF et trouver quand même des accords. Il était question de leur donner aux partenaires sociaux la gestion de la Sécu, mais visiblement donc les 2 parties sont inflexibles. Mais Bayrou cherchait vraiment du temps pour durer, ou il n'y a pas quand même une façon de croire qu'il était sincère sur ce coup-là? Je ne sais pas s'il était sincère. En tout cas, on s'aperçoit aujourd'hui, y compris dans les déclarations qui ont été les siennes lors des questions d'actualité au gouvernement,
que le François Bayrou d'il y a 4 mois et le François Bayrou d'aujourd'hui ne racontent pas la même chose. Souvenez-vous, quand il fait cette proposition de conclave, il dit « Je lance ce conclave sans tabou ni totem ». Ça veut dire qu'y compris sur la question de l'âge, il était possible de discuter, tout en sachant qu'évidemment, le MEDEF n'accepterait jamais un accord qui remettrait en cause la question des 64 ans. Et le président non plus, et François Bayrou non plus. Sauf qu'aujourd'hui, il explique aux parlementaires à peu près l'inverse, en disant que de toute façon, les progrès ou les propositions qui sont à 2 doigts d'aboutir, parce qu'il est persuadé qu'il peut y avoir un accord qui peut encore aboutir, doivent se faire dans un contexte contraint, un contexte budgétaire contraint. Et d'ailleurs, quand on regarde le rapport qui est cette proposition d'accord qui a été signée, qui a été acceptée par les syndicats, les syndicats qui restent encore dans l'accord et que refuse le MEDEF, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il est proposé un certain nombre de petites mesures que le MEDEF refuse, mais qui fait payer l'addition aux retraités, c'est-à-dire qu'il y a une proposition de sous-indexation des pensions de retraite à hauteur de 6 milliards d'euros d'économie contre le MEDEF qui mettrait 900 millions d'euros. Donc je trouve qu'on ne le dit pas assez, c'est-à-dire que ce qui est sur la table aujourd'hui, l'accord, c'est ça, c'est-à-dire des petites mesures qui vont évidemment dans le bon sens, mais qui fait peser le poids de cet accord sur les retraités. Souvenez-vous ce qui avait fait la bascule au RN quand il a décidé de censurer Michel Barnier. C'était précisément cette question des retraites. Mais on ne le dit pas là aujourd'hui que cet accord, s'il devait être signé, si François Bayrou arrive à obtenir un accord du MEDEF sur la base de cet accord qui est sur la table, c'est sur le dos des retraités que ça se fait. Donc je trouve que on va beaucoup discuter de savoir est-ce qu'il y a d'accord, est-ce qu'il n'y a pas d'accord, est-ce que censure, il n'y a pas censure, est-ce que le RN vote, pas censure, etc. Mais regardons ce qu'il y a quand même dans cet accord. Je trouve que c'est quand même assez fort de café de voir que, y compris les syndicats qui sont autour de la table, la CFDT compris, a signé un accord qui, ne revient absolument pas sur la question des 62, qui était quand même la ligne rouge de tous les syndicats, CFDT compris. Et en plus de ça, ils aboutissent sur un accord où ils pourront toujours dire on a obtenu quelques petits trucs sur les trimestres pour les femmes, machin, etc. Mais qui fait payer l'addition de cet accord aux retraités. 6 milliards d'euros d'économie. Donc c'est ça qu'il faut regarder. C'est le contenu de cet accord qui est sur la table aujourd'hui que refuse le MEDEF. Et évidemment, le MEDEF n'a aucun intérêt à accepter tout ça parce qu'il sait très bien que tout ça devrait repartir, il a été encore dit hier par François Bayrou, devant le Parlement qui aura le pouvoir de faire des amendements et donc de retravailler les bases de cet accord. Alors là, à peine l'échec annoncé, les socialistes ont dégainé leur motion de censure, ils avaient prévenu, pas d'amélioration, pas de pitié, en quelque sorte. Donc Jean-Luc Mélenchon semble se réjouir du retour au bercail des socialistes. Est-ce la preuve qu'ils vont revenir penauds sous la coupe de LFI? Alors, en tout cas, c'est vrai que depuis quelques semaines, on sentait qu'il y avait une tendance qui était en train de s'inverser autour de l'époque du congrès du Parti socialiste, de la confirmation d'Olivier Faure. Il y a quelques semaines, je pense qu'il y avait quand même une majorité du groupe, pas forcément écrasante, mais qui était pour un statu quo et une non-censure. Et puis là, la donne a changé avec le congrès et bien sûr avec cet épisode qu'on vient d'évoquer. Même l'aile droite du parti, représentée par François Hollande, qui était pour surtout ne toucher à rien, ne rien changer et laisser François Bayrou continuer au moins jusqu'au PLF. L'aile droite, l'aile social-démocrate. Droite, oui. Vous appelez ça droite l'aile droite du PS, oui, il y a une aile droite et une aile gauche. On peut dire qu'aujourd'hui, même François Hollande considère que c'est compliqué de ne pas voter cette motion de censure, de ne pas la déposer. Après, la vraie question, c'est celle de la suite, celle que vous venez de poser. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un retour au bercail? Est-ce que ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon reprend le lead sur l'ensemble de la gauche? Il y a une opération en ce sens. D'ailleurs, on a vu qu'il avait bombardé ces derniers jours les socialistes pour leur dire, en gros, soyez un peu courageux, vous êtes fait blouser, vous êtes fait flouer. Revenez à la maison. D'ailleurs, les socialistes en sont parfaitement conscients. Ça va être tout l'écueil. D'ailleurs, quelle va être la forme exacte de cette motion de censure? Est-ce que ce sera une motion de censure PS uniquement, avec une motion de censure LFI, PC, écolo qui a été discutée hier? Est-ce que c'est toute la gauche? Est-ce que c'est un retour au NFP? C'est un peu compliqué, mais en tout cas, c'est le vrai enjeu pour le PS. C'est celui-là. Est-ce qu'ils peuvent s'autonomiser du gouvernement en sortant du deal et en ne repassant pas sous la férule de Jean-Luc Mélenchon? That is the question. Alors, cette censure... Il vous obsède, Jean-Luc Mélenchon. Pardon? Il vous obsède, Jean-Luc Mélenchon, quand même. Pourquoi? Je sais pas, parce que vous avez oublié quand même qu'il y a eu des élections quand même il n'y a pas si longtemps que ça, il y a encore un an. Il a chanté victoire ce matin. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Jean-Luc Mélenchon n'est pas l'alpha et l'oméga de toute la gauche.
il a été pendant longtemps, et c'est vrai... Si vous mariez le PS... Non, mais attends, si vous mariez le PS et LFI, c'est un groupe... qui pèse son poids. Ça c'est sûr, mais ça ne veut pas dire que Jean-Luc Mélenchon est le maître de toute la gauche. Il s'est quand même passé quelque chose de dernière législative qui a été un réajustement des équilibres politiques. C'est vrai que LFI a été pendant jusqu'à 2020, jusqu'aux dernières législatives, jusqu'à l'année dernière, la force centrale de la gauche. Je pense qu'elle reste sur le plan idéologique la force centrale. C'est pas pour rien que le Parti socialiste s'est un peu gauchisé et que d'ailleurs Olivier Faure a lui-même redonné une crédibilité de gauche au Parti socialiste. Mais aujourd'hui, il y a un équilibre des forces qui s'est rééquilibré lors des dernières législatives. Le groupe du Parti socialiste est quasiment aussi important à quelques députés près que celui des Insoumis. Si vous ajoutez à ça les collectivités, les Insoumis n'en disposent pas quand les socialistes sont plus forts. Donc c'est le mariage des deux. Il faut arrêter avec cette fable qui consiste à dire Jean-Luc Mélenchon atomise, le Parti socialiste serait encore sous la houlette de Jean-Luc Mélenchon. Enfin, je veux dire, ils sont tout à fait autonomes, les socialistes. Hein. Ils ont voté, ils ont eu un congrès, ils ont fait un choix idéologique, un choix stratégique politique, qui est certes sans doute beaucoup plus compatible avec la France insoumise, et c'est pas plus mal, parce que demain, si la gauche veut regouverner, ils ont intérêt à continuer à travailler ensemble. Pardon, Pierre, l'histoire que vous racontez est quand même un peu trop belle, parce que vous savez parfaitement, oui, il y a eu un rééquilibrage incontestablement aux européennes, aux législatives. Simplement, vous savez pertinemment qu'avec le mode de scrutin actuel, en cas de, si jamais la proportionnelle n'est pas adoptée, l'union avec la France insoumise, la réédition de la NUPES ou du NFP est une obligation pour le Parti socialiste. Et vous savez bien qu'indépendamment même, puisque vous parliez des collectivités territoriales, il y a beaucoup de sujets d'alliance locale avec des villes qui sont menacées, des villes socialistes, aujourd'hui gérées par des maires socialistes, qui sont menacées par la pression des insoumis. Et puis encore une fois, peut-être que Jean-Luc Mélenchon n'exerce pas... Oui. On peut se dire qu'inversement, les insoumis ont besoin des socialistes pour gagner les circonscriptions. Ils ont énormément de... Mais non, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai, mais force est de constater, même les socialistes ils ne peuvent pas se permettre de ne pas faire ensemble. Mais force est de constater, même les socialistes le disent, et même Raphaël Glucksmann l'a dit, que la force motrice à gauche, celui qui a une stratégie, une méthode, un programme, c'est Jean-Luc Mélenchon. Raphaël Glucksmann a présenté il y a 2 jours son programme, il a dit qu'il fallait s'en inspirer, non pas sur le fond, mais sur la méthode et la stratégie. Force est de constater qu'il y a une dynamique. Dernier point, très rapidement, pardon, puisque Pierre a fait ce lapsus très révélateur de François Barnier ou de Michel Bayrou, mais finalement, c'est très révélateur, mais c'est très juste parce qu'en réalité, avec cette situation, on revient à la case départ, et François Bayrou se retrouve dans la situation du Michel Barnier de la fin de l'année dernière. Oui, avec le RN qui va... Et cette fois, ce n'est pas la férule de Jean-Luc Mélenchon, mais la férule de Marine Le Pen, et qui, une fois de plus, peut décider à son corps, au moment où elle le voudra, de baisser le pouce et de siffler la fin de la récréation. Et on connaît le Rassemblement national. Michel Barnier pensait avoir acheté sa non-censure, et ça ne s'est pas passé. Donc il faut se méfier aussi de leur réaction. Alors pour l'instant, le Rassemblement national dit qu'il ne votera pas la censure, donc ça ne passera pas. On va écouter Sébastien Chenu, Pierre. Son tour viendra si nous considérons que le budget fait l'impasse sur les grands chantiers qui sont les nôtres, fait les poches des Français, eh bien, il n'échappera pas à la censure. Vous savez, on n'a pas peur, on redoute rien. On a déjà voté une censure proposée par la gauche et l'extrême gauche. On n'a aucun problème avec ça. Mais encore une fois, qu'est-ce que ça rapporte pour les Français? Est-ce qu'aujourd'hui, faire tomber Bayrou, aujourd'hui où nous nous parlons ce mercredi matin, permettrait d'abroger la réforme des retraites? Non. Est-ce que ça permettrait une nouvelle politique énergétique de faire baisser, par exemple, les tarifs de l'énergie? Non. Donc son tour viendra. Il parlait évidemment de François Bayrou, Pierre. Donc le RN qui adore cette position, dans le fond, d'être faiseur de roi et de tenir entre leurs mâchoires le destin de 2 premiers ministres, celui de Michel Barnier et désormais celui de François Bayrou, puisque pour l'instant, il décide, comme vous le disiez, de ne pas baisser le pouce, mais il se réserve pour le budget, visiblement. Oui, alors tout d'un coup, la question des retraites n'est plus un sujet tabou, ou en tout cas une ligne rouge pour le Rassemblement national, alors que c'était un argument qui a fait tomber et qui a fait que le Rassemblement national a voté pour la censure de M. Barnier. Donc je trouve que l'argument du Rassemblement national ne tient pas. Expliquer qu'ils attendent le vote du budget pour pouvoir se décider s'ils censurent pas, tout ça semble assez bien calculé, parce que, y compris compte tenu de ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le fait que dans l'accord qui est sur la table aujourd'hui, on fait payer les retraités, ce qui était aussi une ligne rouge du Rassemblement national, ça non plus, ça n'est plus une ligne rouge. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises de côté ou qui sont avalées par le Rassemblement national qui me paraissent pas très cohérentes, en tout cas qui laissent entendre qu'il pourrait discuter avec François Bayrou, et on sait très bien qu'au moment où va arriver le budget, il va y avoir aussi la question de la possible réforme sur la question de la proportionnelle, et qu'on peut aussi imaginer
que le Rassemblement national tire son compte dans le cadre d'un accord politique avec François Bayrou pour le maintenir. Parce qu'on sait aussi que s'il devait y avoir une censure, le gouvernement tombe. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y a des élections anticipées, qu'il y aurait une dissolution. Mais quand même, s'il devait y avoir une dissolution, ça veut dire que Marine Le Pen pourrait ne plus être à l'Assemblée nationale, ce qui risque de poser problème pour le Rassemblement national. Mais ils attendent quand même quelque chose en échange, j'imagine. Évidemment, le Rassemblement national. D'abord, je pense que dans cette opération, il y a une opération de blanchiment, respectabilisation vis-à-vis des organisations patronales, de l'entrepreneuriat. Hier, Jordan Bardella, comme par hasard, était à la CPME. Et évidemment, le fait de ne pas voter cette censure va dans le sens d'un soutien aux organisations patronales qu'évoquait Pierre en début d'émission. Donc ça va aussi dans le sens d'une stratégie de conquête à la fois des deux catégories finalement qui manquent aujourd'hui au RN, ce sont les retraités et tout le tissu économique. Il y a la dimension, on va dire, politicienne également, mais là c'est de la politique fiction sur la dissolution. Emmanuel Macron, j'en discutais très récemment avec un de ses conseillers, il n'est absolument pas question de dissoudre. Je pense que le président a compris que sa décision hasardeuse, comme avait dit Lionel Jospin à propos de la dissolution, cette expérimentation hasardeuse, comme l'avait dit Lionel Jospin à propos de la dissolution de 97 de Jacques Chirac, n'a pas abouti à une situation très glorieuse, puisqu'on la commente ici chaque semaine et qu'elle est complètement bloquée, on le voit encore aujourd'hui. Et donc, voilà, je pense que le Rassemblement national, lui, il a effectivement intérêt à maintenir le statu quo, à gratter des petits bénéfices sur tel ou tel texte. Là, on a vu qu'il avait marqué des points sur la question des ZFE et de la loi simplification. Il a tout intérêt pour l'instant, à perdurer dans ce sens, avec une limite qui est que son électorat est quand même très contestataire, très radical. Lui, je ne crois pas du tout que l'électorat soit pour maintenir François Bayrou, et qu'à un moment ou à un autre, comme ça a été le cas avec Michel Barnier, il va être rattrapé par ses électeurs, le RN, et à un moment ou à un autre, il décidera encore une fois, de baisser le pouce et d'achever la carrière de François Bayrou à Matignon. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci. Et merci, à bientôt. À bientôt.